On est extrêmement flattés d'inviter Criteo à la Bourse de Paris. Et je vais donc donner la parole à Thomas Jean-Jean, directeur général pour la France. Et puis je me permettrai de lui poser quelques questions à la fin. Avec plaisir. Est-ce que ça fonctionne? Parfait. Merci Hervé. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Thomas Jean-Jean, directeur général pour la France de Criteo. Je voulais tout d'abord remercier Hervé et Richard pour leur invitation. On est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Le secteur de l'immobilier au travers des petites annonces ou des annonces est un des secteurs historiques de Criteo, sur lequel Criteo a fait son développement. Donc on est vraiment très très heureux d'être là aujourd'hui. Et je voulais également les féliciter pour cette initiative, une initiative de lier dans le cadre d'un salon l'immobilier et les nouvelles technologies. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve extrêmement pertinent et on est effectivement heureux d'être là avec vous ce soir ou dans cet après-midi. Et qui plus est à la Bourse de Paris avec notre actualité, comme l'a rappelé Hervé, c'est sympa. On a une petite 35 minutes à peu près pour parler de marketing comportemental. Donc je vais évidemment vous parler de Criteo. Je suis un peu là pour ça. Et puis je vais essayer surtout de voir avec vous comment est-ce que Criteo se place dans le grand monde des médias et dans le grand monde du digital. Et qu'est-ce que potentiellement ça veut dire pour vous, acteurs de l'immobilier et professionnels de l'immobilier. Alors tout d'abord, je pense que vous avez ce matin parlé des contenus avec Jimmy, donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans site internet, sans contenu, il n'y a rien. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plutôt de la partie média et de la partie trafic sur votre site. Et je voulais juste commencer par vous rappeler deux chiffres. 80 à 90% des recherches immobilières commencent par internet. 80% des gens qui viennent sur votre site en repartent sans avoir fait de lead. Donc à un moment, on peut potentiellement penser qu'on est en train de perdre quelque chose. C'est un peu ce que essaye de faire Criteo, c'est de faire en sorte que ces 80% des personnes qui sont venues sur vos sites et qui n'ont rien fait reviennent pour essayer de faire quelque chose, et notamment un lead. Donc on va parler des médias. Pour commencer, je vais me mettre debout si vous m'en voulez pas. Et avant de rentrer dans les médias, on va faire un peu d'histoire et je voudrais vous parler d'une date qui est le 27 octobre 1994. Qui est une date importante pour tous ceux qui travaillent dans le digital, puisque c'est la naissance de la publicité en ligne. C'est la première diffusion d'une bannière sur Internet. C'était aux États-Unis. C'était pour AT&T. C'était pour une campagne qui a duré 3 semaines et qui a été facturée à peu près 25 000 $. C'était le début de la publicité digitale. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le marché du digital, le marché de la publicité online, c'est 120 milliards $. Donc en 20 ans, l'industrie et vous, annonceurs, avez construit un marché de 120 milliards $, en seulement 20 ans, ce qui est une belle performance. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'un point de vue un tout petit peu plus proche? Historiquement, les grands acteurs de la publicité sont des gens que vous connaissez très bien, sont des gens qui font de la presse, sont des gens qui font de la radio, sont des gens qui font de la télévision. Et en fait, c'est un secteur qui souffre depuis plusieurs années, qui va un tout petit peu mieux depuis quelques temps, mais qui globalement a beaucoup souffert, qui a encore souffert en 2012, puisque le marché a perdu moins de 2% en France, là où le digital a gagné, lui, 5%, qui sont les chiffres des syndicats des régies Internet. Donc en fait, on se rend compte que le digital continue à tirer la croissance des médias en France. Ces chiffres étaient encore plus forts il y a quelques temps. On commence à arriver sur un secteur du digital qui est mature, donc évidemment, les taux de croissance ralentissent. Là où c'est un tout petit peu plus dommageable, c'est que quand on compare avec nos amis aux États-Unis, au UK ou en Allemagne, on voit que les taux de croissance de la publicité online sont finalement beaucoup plus forts, puisqu'on est sur des taux de croissance à 17%, 14% et 15%. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce digital pour vous et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, acteurs de l'immobilier? On n'a malheureusement pas trouvé les chiffres français, donc vous nous pardonnerez, mais on peut se dire que ce qui se passe aux États-Unis va globalement se passer quelques temps après chez nous. Ce que l'on voit, et c'est eMarketer qui nous le dit, c'est qu'aux États-Unis, en 2012, vous, acteurs de l'immobilier, dépensiez 23%, 24% de vos investissements marketing et publicitaires sur Internet, ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà une belle part du marché. Les projections pour 2017 sont assez impressionnantes puisque eMarketer prévoit qu'aux États-Unis, les acteurs de l'immobilier vont dépenser 40% de leurs investissements marketing et médias directement sur Internet.
Donc on voit une accélération extrêmement forte de ces investissements. Alors est-ce que ça sera 35, est-ce que ça sera 55, on n'en sait rien, mais globalement la tendance elle est clairement celle-ci. Et ça va se faire au détriment essentiellement des newspapers, donc de la presse. Ça va se faire essentiellement au détriment de l'email, et ça va se faire essentiellement au détriment des grands autres médias dits traditionnels. Alors quand on parle du digital, je vais juste faire un petit peu d'évangélisation, pardonnez-moi si vous connaissez déjà ça, mais c'est pas forcément inintéressant à rappeler. Vous avez dans le digital deux grands acteurs du digital au sens levier. Le premier est ce qu'on appelle le Search Engine Marketing. Et donc ça, c'est en gros, vous allez sur Google, vous tapez achat appartement Paris, vous allez avoir des résultats naturels qui sont au centre de la page, qui sont gratuits, et vous allez avoir des résultats payants qui sont en haut et à droite, et qui sont payés, donc facturés par Google, Yahoo, MSN, quand un internaute va cliquer. Alors, on a vu que la naissance du digital, c'était les bannières publicitaires. Ceci étant dit, ce qui a pendant des années vraiment décollé, c'est ça, c'est le search. Et c'est par là que les grands acteurs, Google, Yahoo, MSN, ont fait leur business, ont fait leur développement pendant des années. C'est un média qui est un média très orienté utilisateur, puisque là, en l'occurrence, un utilisateur tape une requête, donne un centre d'intérêt et va se voir proposer une réponse qui n'est pas forcément personnalisée pour lui, mais qui en tout cas est censée être pertinente. Deuxième grand levier d'acquisition digitale, le display. Et c'est là-dessus que Criteo intervient, et on vous montrera après comment on essaye de le faire un tout petit peu différemment. Sur le display, vous avez, ce sont les bannières publicitaires que vous voyez partout quand vous surfez sur Internet. Parfois elles vous intéressent, parfois elles vous agacent. En tout cas, c'est l'autre grand levier d'acquisition. Comment ça se traduit en France en termes de répartition ? Grande majorité sur le search. 57% des investissements des annonceurs en France sur le premier semestre se sont faits uniquement sur le search. Donc on voit une prédominance très forte. Là-dedans, je vous rappelle évidemment que la part de marché de Google en France, elle est de l'ordre de 90%, ce qui est un tout petit peu différent dans les autres pays. 26% pour le display et 17% pour les autres, sachant que les autres, finalement, ça va englober les emails, ça va englober les comparateurs, ça va englober la vidéo, ça va englober tout un tas d'éléments qui autrefois étaient très forts et qui le sont de moins en moins. Alors justement sur les croissances, le search continue à grossir, donc 826 millions d'euros dépensés par les annonceurs sur le premier semestre, plus 5% par rapport à l'an dernier. C'est pas étonnant que le search continue à grossir, même si le levier est mature. En temps de crise, généralement, les annonceurs se dirigent vers des leviers qui sont des leviers jugés à la performance. Le display aujourd'hui, qui grossit de 3%, et c'est très bien, à 380 millions d'euros, on le verra aussi, la grande majorité du display n'est pas encore ce que l'on appelle du display à la performance, c'est-à-dire n'est pas quelque chose qui est là pour générer des leads sur les sites que vous opérez. Et quand on regarde un tout petit peu dans le détail la réalité de ce chiffre-là, on se rend compte que le display dit classique, donc en gros une bannière qui n'est pas forcément personnalisée pour vous, est en forte décroissance de plus de 10%. Et le display personnalisé, donc qui est vraiment du display à la performance, qui est là pour générer des leads sur vos sites, est en forte croissance et c'est le métier de Criteo. Et après, on a les autres acteurs, donc l'affiliation, les comparateurs qui continuent à grossir. L'emailing en France est un secteur qui souffre énormément, même si l'emailing est en train un peu de se réinventer. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un des leviers digitaux qui est en décroissance. C'est vrai à peu près partout, à part peut-être aux États-Unis. Un des éléments qu'on aime bien chez Criteo, c'est ça, c'est les prévisions des grands analystes américains sur l'évolution du display par rapport au search. Alors on a pris le pari il y a quelques années de rentrer, bien avant 2011, par le tout bas de l'échelle, tout en bas, la petite porte, celle que finalement assez peu de gens regardaient et celle que les grands acteurs américains de type Google, Amazon, Yahoo avaient totalement délaissée. Aujourd'hui, le pari que l'on a fait était de dire qu'avec l'évolution du display, et on y reviendra, on pouvait arriver à des modes d'achat, des modes de commercialisation qui étaient aussi performants que d'autres leviers d'acquisition comme le search, et que potentiellement, à un moment ou à un autre, on allait avoir des courbes qui allaient se croiser, et c'est ce que prévoit
en l'occurrence eMarketer, puisque quelque part entre 2014 et 2015, eMarketer nous dit que les investissements aux US, une fois de plus, de display vont dépasser ceux du search. Donc pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'à un moment, ce levier d'acquisition performe aussi bien que le search. Ce qui fait que le search est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est parce qu'il est pertinent pour les annonceurs. Alors je vous disais, le display est en mutation et c'est ce qui explique ces tendances et ces courbes que l'on voit. Et alors pourquoi il est en mutation? Il est en mutation tout d'abord parce que le display traditionnel, le display old school, le display tel qu'on le connaît encore en grande majorité, est finalement un display qui n'est pas si pertinent que ça. Tout d'abord, il n'est pas précis. Historiquement, ce qu'on fait, c'est que vous voulez commercialiser des biens premium, vous allez potentiellement acheter de l'espace sur Le Figaro ou de l'espace sur Les Échos, de l'espace publicitaire sur Les Échos. C'est bien, mais il n'est pas du tout certain que les gens qui, à ce moment-là, quand ils visitent Les Échos ou Le Figaro, sont intéressés par l'achat d'un bien immobilier et d'un bien immobilier premium. Donc premièrement, le ciblage n'est pas pertinent. Deuxièmement, il n'est pas, je viens de le rappeler, centré sur l'utilisateur. Il est centré sur l'éditeur et les sites éditeurs sur lesquels on tourne. Il n'est pas centré sur le besoin de l'utilisateur. Je suis un homme, je vais sur la page d'accueil de Yahoo. Il y a 3 jours, il y avait un grand habillage pour une grande marque de cosmétiques. C'est très bien, mais ça ne m'intéresse pas. Donc on est dans une logique de ciblage éditeur versus ciblage utilisateur, et c'est un des éléments qui fait qu'aujourd'hui le display a dû changer. Un autre des éléments qui fait que le display a dû changer, c'est que souvent, quand on a fait les études, on se rend compte que les internautes qui sont venus sur votre site et qui ont fait des conversions sur votre site via ces sources-là, étaient finalement des gens qui étaient déjà clients. Alors c'est moins vrai dans l'immobilier, mais c'est potentiellement vrai beaucoup dans le e-commerce. Donc en fait, on va adresser des gens qui sont potentiellement déjà clients chez vous. Donc on est sur quelque chose qui est pas pertinent, en tout cas qui n'aide pas le business à grossir. Alors on a voulu représenter ça comme ça, c'est un peu le bandit manchot. Vous voulez diffuser une publicité, finalement vous êtes Adidas, vous vendez des chaussures. Vous allez acheter du display sur Internet, donc de la bannière publicitaire sur Internet. Vous savez où vous allez être diffusé, vous ne savez pas du tout à qui vous allez être diffusé. Vous avez des idées. Vous vous dites, ça va être plutôt des femmes, plutôt des hommes, plutôt tel âge, en fonction des sites sur lesquels vous tournez. Mais au final, c'est un peu la roulette russe, c'est un peu le bandit manchot. Donc ça, c'est quelque chose qui a fortement évolué ces dernières années, et notamment avec des sociétés comme les nôtres, parce que depuis quelque temps, on a mis l'utilisateur au centre des dispositifs de bannières publicitaires sur Internet, finalement un peu comme le faisait le search, où on était dans une logique où, même si le message n'était pas personnalisé, la réponse que l'on donnait à une requête était personnalisée. Et depuis quelque temps, on est passé sur ce genre de problématique où ce qui nous intéresse, c'est moins l'endroit sur lequel on va aller cibler les personnes que les personnes que l'on va cibler, le bon message que l'on va diffuser à la bonne personne, le bon moment avec le bon produit. Et c'est exactement ce que des acteurs du display dit à la performance font depuis quelques années. Alors quelques exemples basiques. Je suis un étudiant, j'arrive à Paris, je veux louer un appartement. Vous avez finalement assez peu d'intérêt pour de la publicité, imaginons même qu'on parle d'immobilier, de T4 ou de T5. Ce que l'on va faire avec ces nouvelles formes de publicité sur Internet, c'est qu'à cette personne-là, à ce moment-là, quand il est dans son acte de décision, on va lui pousser une publicité qui va être une publicité pour des studios pour étudiants dans la zone qu'il a choisie. Vous êtes un jeune couple, vous cherchez un appartement, vous n'avez pas d'enfant. De la même manière, on ne va pas vous cibler, on ne va pas vous pousser un studio, on ne va pas vous pousser une maison à la campagne, on va vous pousser un T2 ou un T3 parce qu'on sait que c'est ça qui vous intéresse et on va vous le pousser au bon moment parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que vous êtes dans votre acte de recherche. Je passe assez rapidement, mais vous avez compris l'idée. Vous êtes une famille, on va vous pousser des T4 ou des T5. Vous êtes un couple de retraités. Forcément, le bon cliché, c'est que vous avez envie d'une maison à la campagne. On va vous pousser des maisons à la campagne pour être le plus proche possible de vos besoins et de vos envies. Et c'est ça qui fait que le display a changé, c'est ça qui fait que, entre autres, Criteo est devenu ce qu'il est, c'est parce qu'on a complètement changé le logiciel. On est passé d'un monde, une fois de plus, où vous faisiez de la masse, vous arrosiez un peu comme à la télé,
La télé, ben voilà, vous avez vos prime time, vous diffusez de la publicité, vous savez que vous avez un taux de déperdition qui est à peu près de l'ordre de 60%. C'était comme ça avant sur Internet, sur les bannières publicitaires. On est passé sur un monde où en fait on essaye de parler à l'utilisateur, à la personne et surtout de lui parler dans le moment qui l'intéresse le plus. Alors je vous avais dit que je parlerais un peu de nous, alors forcément on va parler de nous. L'histoire de Criteo est finalement assez jeune, puisque on est une société qui a été créée en 2005. On va en parler un peu après. Aujourd'hui, quelques chiffres, on est 700 employés dans le monde, on est sur 4 continents, on est dans 37 pays, on travaille avec 6000 partenaires qui nous vendent de l'espace publicitaire dans des sites sur lesquels on va diffuser des publicités. Et on a 4000 clients dans le monde qui sont, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, un peu dans tous les secteurs. Historiquement, le développement de Criteo s'est fait sur les sites de e-commerce, c'est fait sur les sites immobiliers, les sites d'annonces, et sur le travel. Aujourd'hui, on est vers des secteurs qui sont plus éloignés de cela, puisqu'on travaille de plus en plus avec de la banque, de l'assurance, de la finance, et on apprend à travailler avec ces secteurs-là qui sont un peu éloignés de notre track record, mais à qui au final on voit qu'on apporte également des choses. Alors rapidement un petit peu d'histoire. Donc Criteo, c'est une société française dont le business est mondial aujourd'hui, mais c'est une société française qui est créée en 2005 par 3 ingénieurs qui, alors 2 qui venaient de Microsoft et qui travaillaient sur les programmes de la Xbox, et un 3e qui se sont rencontrés dans une pépinière et qui, sans le savoir, travaillaient sur le même sujet, le même projet. Finalement, en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur le même projet, ils ont décidé de s'associer, de travailler ensemble. Et pendant 3 ans, ils ont développé une première société, un premier Criteo, dont le but était vraiment le modèle était très différent. Le modèle initial était un modèle de recommandation produit. Donc, je ne sais pas si dans la salle où il y a des utilisateurs d'Amazon, mais vous allez sur Amazon, vous avez acheté tel livre ou tel CD ou tel film, on va vous proposer le produit qui semble être le plus proche de ce que vous pourriez acheter le produit d'après. Donc c'est vraiment de la recommandation produit sur site. Donc on a fait ça pendant 3 ans. Criteo, pendant 3 ans, a développé ces algorithmes de recommandation produit. Avec, je pense qu'un des facteurs clés de succès de Criteo, c'est sa capacité à se tromper et sa capacité à assumer l'échec, à pas en avoir peur, puisque en 3 ans, je pense qu'on a eu le bon produit mais pas le bon business model. On a eu le bon business model mais pas le bon produit. On a finalement tué tout ça pour en sortir avec quelque chose qui, en tout cas on l'espère, est le bon business model et le bon produit. Donc au bout de 3 ans, on était face à un grand concurrent qui s'appelle Amazon. Et assez rapidement, les fondateurs de Criteo se sont dit que ça allait être un tout petit peu compliqué. Donc on a décidé de changer de business model et de se dire, mais finalement, cette puissance de recommandation produit, qui a été développée pendant 3 ans autour des algorithmes et des mathématiciens. Chez nous, il y a beaucoup de mathématiciens. Donc cette puissance de recommandation produit, est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer à la publicité? Est-ce qu'on ne peut pas aller diffuser des bannières avec de la recommandation produit sur Internet? Et finalement, des gens qui sont venus, des internautes qui sont venus sur un site, qui n'ont pas acheté ou qui n'ont pas fait de lead, essayer de leur proposer sur Internet, dans le cadre de leur navigation, des produits qui sont soit ceux qu'ils ont vus, soit ceux qu'ils seraient le plus enclins à aller acheter. Et c'est ce qu'on a fait, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont en 2008 totalement changé le business model pour passer sur un modèle publicitaire de display à la performance. 2009, la société est rentable. 2009, on commence le développement international. On ouvre quasiment 12 pays en 12 mois. Donc c'est un développement international extrêmement fort pour arriver aujourd'hui aux chiffres qu'on vous a donnés. Et puisqu'on parle de chiffres, maintenant les chiffres sont publics, donc on peut vous les donner. Entre 2009 et 2012, on est passé de quasi 0 à 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. On était sur le premier semestre 2013, on était à 191 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc vraisemblablement on devrait terminer autour de 400 millions d'euros cette année. Mais finalement, les chiffres qui nous intéressent le plus, ceux pour lesquels on est dont on est les plus fiers, c'est 90% de taux de rétention de nos clients. Alors qu'un client aujourd'hui, 90% de nos clients sont clients fidèles et ne sont pas partis. Donc ça veut dire qu'au final, on leur apporte quelque chose. Et puis un autre chiffre que j'aime bien, alors qui va moins vous parler sur la partie immobilier, mais qui est très important sur le e-commerce. On a généré sur un an, entre juin 2012 et juin 2013, 6,5 milliards de dollars de revenus pour les sites e-commerçants qui sont nos clients aujourd'hui dans le monde.
Et pour tous ces clients-là, on a traqué, c'est-à-dire qu'on a regardé les actes de vente qui sont générés sur leur site. Et sur cette même période, on en a regardé, on en a logué dans nos bases informatiques 200 milliards. 200 milliards de ventes réalisées par nos clients, qu'elles soient issues de nous ou pas. Mais 200 milliards d'actes de vente, pour un ordre de grandeur, c'est plus gros que eBay et Amazon réunis au niveau mondial, en termes d'actes de vente que l'on va pouvoir traquer et stocker dans nos bases informatiques. Pourquoi je vous dis ça ? Je vous dis ça parce qu'on reviendra après sur le côté technologique de l'entreprise. Quand on est dans cette dimension-là de chiffres, forcément c'est de la technologie. Je l'ai dit tout à l'heure, 15 bureaux, 35 pays. Un des facteurs, c'est qu'on s'est développé très rapidement. Et une fois de plus, ce que l'on essaye de faire, c'est de diffuser la bonne publicité à la bonne personne au bon moment avec le bon produit. Parce qu'on se dit qu'à un moment, c'est pas en faisant de la masse qu'on va générer de la valeur pour nos clients, mais c'est en faisant du sur-mesure que l'on va générer de la valeur pour le client. Et ce, aussi bien aujourd'hui sur, bien évidemment, les ordinateurs que les tablettes et les mobiles qui ont un fort relais de croissance pour nous. On travaille aujourd'hui dans l'immobilier et dans les annonces avec la grande majorité des portails, qui, encore une fois, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, sont les grands clients historiques de Criteo, donc des gens comme Explorimo, des gens comme Logikimo, des gens comme Se Loger, et puis dans Viva Street, et puis dans d'autres secteurs comme La Centrale, etc. Et on en est très fiers parce qu'encore une fois, ce sont des clients qui sont des clients fidèles. Alors, petit point sur la technologie, puisque quand on parlait de ces chiffres-là, on ne peut pas le faire si on ne fait pas de technologie. Dans notre métier, on aime bien alors je ne sais pas si vous traînez un peu de temps en temps sur les pages tech des journaux ou si vous écoutez un peu la radio, mais vous avez dû entendre parler de RTB, Real Time Bidding, vous avez dû entendre parler de Big Data, vous avez dû entendre parler de Programmatic Buying, vous avez dû entendre parler de DSP, vous avez dû entendre parler de plein de trucs. En fait, dans notre métier, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aime bien employer des termes super compliqués, histoire de passer pour beaucoup plus intelligent que ce qu'on est. Finalement, ce qu'on fait, c'est appliquer avec de la techno les recettes historiques des médias qui sont ciblées le plus finement possible. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, la technologie nous permet de le faire, ce qu'on dit at scale en anglais, c'est vraiment dans une dimension mondiale, et de le faire en temps réel, quasiment à l'utilisateur près. Et c'est ça qui fait la grande différence aujourd'hui dans le développement de sociétés comme les nôtres, et c'est ça qui fait un peu le cœur du réacteur. Alors le cœur du réacteur, c'est justement eux, c'est 300 ingénieurs qui sont basés à Paris. On est très fiers d'avoir notre centre de R&D à Paris. On a le plus gros centre de R&D en France et vraisemblablement le plus gros centre de R&D en Europe après celui de Google. Donc on en est très très fiers d'être, malgré notre business international, de rester sur la France. Les ingénieurs sont d'excellente qualité et ils sont tous au Criteo Labs rue Blanche, donc un bâtiment que nous avons investi entre guillemets il y a 1 an et demi, et c'est vraiment le cœur du réacteur. Pourquoi c'est le cœur du réacteur ? Parce que Usain Bolt, record du monde de 100 mètres, 9 secondes 3. En 9 secondes 3 sur internet, d'ailleurs je crois que c'est pas 9 secondes 3, je crois que c'est 9 secondes 50. Il faudra qu'on corrige la slide. En 9 secondes 50 sur Internet, il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé 28 millions d'emails qui ont été envoyés et échangés. Il s'est passé 330 000 recherches sur Google, 16 000 tweets, vous êtes déjà sans doute en train de tweeter, ou vous l'avez fait ce matin, 110 000 posts sur Facebook, 45 345 € très exactement dépensés par les Français sur Internet, 8 heures de vidéos téléchargées, et 111 500 affichages de bannières publicitaires Criteo. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la big data. C'est ni plus ni moins que la capacité à aller à un moment stocker, analyser et tirer de la valeur d'une immensité de data qui est de plus en plus importante. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent trop de data tue la data, finalement on est allé trop loin, etc., etc. On n'est pas du tout d'accord. Pour nous, la question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir exploiter cette data et l'exploiter finement. Et ça demande de la technologie. Ça demande des investissements massifs en R&D. Et c'est ce qu'on fait chez Criteo depuis le début de l'entreprise. Et alors, comment est-ce qu'on arrive autour de cette technologie à faire ce ciblage, les ciblages dont on a parlé ? Premièrement, c'est la recommandation. Je vous l'ai dit, c'est le cœur du réacteur. C'est ce qui était le business initial de Criteo, la recommandation produit.
Et c'est vraiment le premier moteur de Criteo. Et dans votre business, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous avez vu des biens immobiliers. Dans les bannières que l'on va diffuser sur Internet, vous aurez potentiellement les biens que les internautes ont vus sur les portails. Mais vous aurez surtout et aussi des biens qui peuvent les intéresser et qu'ils n'ont pas forcément vus. Et toutes les statistiques que l'on a montrent qu'une grande partie des conversions, donc que ce soit des achats pour des sites de e-commerce ou des leads pour des sites immobiliers, une grande majorité des conversions se fait sur des produits ou des biens qui n'avaient pas été vus par l'internaute avant. Tout simplement parce qu'à un moment, il y a une clé d'entrée qui est un produit ou un bien, mais finalement la puissance de la recommandation, ça va être de lui proposer quelque chose qui est encore plus pertinent pour lui et qui va potentiellement amener à l'acte d'achat. Deuxième moteur, c'est la bannière. On fait quand même de la publicité display, on fait de la bannière. Et en fait, ce que l'on essaye de faire, c'est de personnaliser les bannières en temps réel, et on a un moteur qui fait tout ça, encore une fois de la technologie, et qui va être capable pour un annonceur donné d'avoir 300 bannières, 300 sets de bannières différents qui vont être optimisés en temps réel, créés en temps réel, et qui vont être notamment mises sur Internet en temps réel. Et encore une fois, vous monsieur et vous madame, vous n'aurez pas la même bannière, même si vous avez les mêmes produits, vous n'aurez pas le même look and feel de bannière parce qu'on va déterminer que vous n'allez pas réagir de la même façon à la même bannière. Et puis pour terminer, on va acheter différemment. C'est-à-dire que là où avant on allait acheter de manière uniforme, on allait s'adresser à vous tous et on était prêt à vous dire, ben moi pour 4 €, je veux vous diffuser une bannière publicitaire. En fait, ce que l'on va prédire, c'est quelque part la valeur que vous avez pour nos annonceurs. Et donc on va prédire le prix auquel il convient d'aller diffuser de la bannière publicitaire à des personnes. Parce qu'on sait qu'à un moment, quelqu'un qui est vraiment en train d'acheter un bien immobilier, qui est vraiment très engagé, on va potentiellement être prêt à payer très cher pour lui diffuser une bannière. Quelqu'un qui est vraiment au tout début de la considération de son acte d'achat, potentiellement lui, on va l'exposer, mais on ne va pas forcément vouloir le payer extrêmement cher parce qu'il ne sera pas rentable pour nos clients. Et donc tout ça, c'est de la techno. Juste pour revenir sur de la techno, tout ce process-là de recommandation produit, de décision, vous venez sur le site, on regarde quels sont les produits qui peuvent vous intéresser, on choisit le bon produit, on va créer la bannière, on va aller la diffuser sur Internet, on va savoir à quel prix est-ce qu'il faut acheter, et puis on va diffuser la bannière pour la renvoyer, pour potentiellement renvoyer un clic sur votre site. Tout ceci, ça se fait en 150 millisecondes. Donc une fois de plus, tout notre enjeu, c'est de continuer à investir sur de la technologie parce qu'on a besoin de ça pour continuer à servir nos clients et continuer à être pertinent. On a besoin d'être les plus rapides possibles. Alors ça veut dire quoi pour vous très exactement? Je l'ai dit tout à l'heure, 97% des gens qui viennent sur votre site, globalement, font rien. Alors ça, c'est des chiffres e-commerce. Dans votre domaine, qui est un domaine de lead, c'est un tout petit peu moins. Mais néanmoins, il y a quand même une très forte déperdition. Donc ce que l'on fait pour vous, c'est ce que vous avez sans doute entendu, c'est-à-dire du retargeting. Je suis un internaute, je vais sur un portail immobilier, je vais aller voir un certain nombre de biens immobiliers, j'en vois plusieurs, et puis finalement je sors, je fais rien. Je surfe sur le site, je vois des pages produits, mais finalement je sors, je fais rien, et je vais me promener sur Internet. Quel que soit le site sur lequel l'internaute va se promener, rien à voir potentiellement d'ailleurs avec des sites immobiliers. Ce que l'on va faire, c'est qu'à ce moment-là, on va prédire que cet internaute-là, qui était venu sur le portail immobilier, qui avait visité des biens immobiliers, qui finalement n'avait rien fait, c'est le bon moment pour aller lui pousser telle bannière publicitaire, avec tel produit dedans, encore une fois, pas forcément ceux qu'il a déjà vus, pour essayer de le faire revenir sur le site et pour essayer de lui faire faire une demande de mise en relation, un lead, avec l'agence immobilière en question. Et globalement, ça marche, puisque globalement, les internautes reviennent assez régulièrement sur les sites et que ce que l'on constate, c'est que un truc qu'on mesure beaucoup chez Criteo, ce qu'on appelle le taux de clic, c'est-à-dire que le nombre de fois que les internautes cliquent sur nos bannières. Et ce que l'on constate, c'est que les taux de clic sur ce genre de bannières-là, personnalisés, avec les bons produits, ils sont 5 fois supérieurs à ce que vous pouvez trouver sur des taux de clic traditionnels, de display traditionnels. Donc globalement, ça marche. Et globalement, ça marche aussi parce qu'on optimise en fonction de la conversion. La conversion, en ce qui vous concerne, ça va être la génération de leads.
où on va demander une mise en relation pour tel bien. L'autre chose que l'on fait pour vous, c'est qu'une fois que l'on a fait cette première étape, que l'internaute soit revenu en ayant recliqué sur notre bannière ou pas, en fait, on va mettre à jour le flux, on va mettre à jour le catalogue en temps réel, ou en tout cas plusieurs fois par jour, où on va aller, sans forcément qu'il soit revenu sur le site du portail immobilier, mettre à jour les offres. Et donc quand il va aller sur Internet, les produits qui vont lui être proposés vont être des produits qui vont être à jour. Donc vous avez tous, j'imagine, les alertes email. Tout le monde utilise les alertes email quand vous allez sur les grands portails immobiliers. C'est de l'alerte email sur Internet. Il y a un nouveau bien dont on pense qu'il peut être intéressant pour telle personne. Il ne l'a pas visité. Il l'a pas vu. Ceci étant dit, il est rentré dans le catalogue depuis quelques jours. On va prédire que ce nouveau bien est extrêmement intéressant pour la personne. On va lui faire une sorte d'alerte en lui diffusant dans la bannière la mise à jour des flux, la mise à jour des biens. Quelques avantages de solutions comme les nôtres, c'est notamment Facebook. Je pense que vous avez parlé pas mal de Facebook tout à l'heure. Aujourd'hui, on est un des très gros partenaires de Facebook dans le monde, et donc en fait, nos publicités sont diffusées à l'intérieur de Facebook. Alors soit au milieu, comme vous l'avez là, soit sur les côtés. Et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que c'est une plateforme d'audience qui est juste monstrueuse. Vous avez 1 milliard d'utilisateurs mensuels dans le monde, et vous avez 58% des personnes qui reviennent sur Facebook tous les jours. Donc vous avez une audience qui est vraiment, vraiment incroyable. Et en plus de ça, on se rend compte qu'il y a certains secteurs, et l'immobilier en fait partie, pour lequel Facebook fonctionne très bien. Alors évidemment, ça fonctionne potentiellement moins bien en termes de conversion que de l'achat en direct. Mais ceci étant dit, le nombre de personnes que vous allez pouvoir exposer, à qui vous allez pouvoir diffuser des publicités, est vraiment très important et vous apporte ce qu'on appelle un reach supplémentaire. L'autre élément qui est intéressant et qui est un peu une spécificité de votre secteur, c'est que on s'est rendu compte, en faisant toutes les analyses, que les visiteurs que l'on apporte sur les sites immobiliers, une fois qu'ils sont venus, qu'ils sont passés par nos bannières, en fait, sont beaucoup plus actifs que la moyenne des visiteurs des sites. Donc en gros, ils reviennent plus souvent, ils visitent beaucoup plus de pages que la moyenne de vos sites, et ils restent beaucoup plus longtemps que la moyenne des visiteurs de vos sites. Tout ça, ça s'explique aussi parce qu'à un moment, on va les cibler avec des publicités qui sont extrêmement personnalisées, et on va les rediriger vers les produits qui sont les produits dont on a estimé qu'ils les intéressaient vraiment. Et vraisemblablement c'est le cas, puisqu'ils finalement ils y restent, ils font beaucoup plus de leads et ils restent plus longtemps, ils voient beaucoup plus de pages. L'autre avantage, entre guillemets, c'est que vous, agents immobiliers, quand vous potentiellement vous mettez vos biens sur des grands portails comme Explorimo, Explorimo travaille avec Criteo. À un moment, vous allez avoir de la visibilité de vos biens qui va se faire sur Internet et de la visibilité géolocalisée, parce que quelqu'un qui va être dans le Poitou ou dans la Creuse va avoir visité un certain nombre de biens qui sont des biens géolocalisés, et on va pouvoir lui repousser des biens quand il aura son surf sur Internet, et que ce sont les biens que vous avez mis sur les grands portails et qui finalement participent à l'achat média que vous faites, et vous le faites indirectement en allant pousser vos biens à des personnes sans avoir fait l'achat média vous-même. Et puis peut-être dernière innovation qui est potentiellement un peu, pas compliquée, mais en tout cas un peu sophistiquée, une chose qu'on fait de plus en plus avec les grands réseaux d'agences immobilières, en tout cas qu'on essaye de faire, on le fait déjà avec les grands retailers. Vous allez sur le site Explorimo, un internaute va sur le site Explorimo, il est intéressé par tel type de bien, puis il s'en va, il a visité un certain nombre de biens, et notamment des biens de chez Orpi. Et finalement il s'en va, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est juste ici, en haut, on va aller dans son surf, on va aller lui présenter des publicités qui vont être des publicités co-brandées, c'est-à-dire des publicités où on aura à la fois Explorimo et les biens d'Orpi, en lui faisant toujours une recommandation produit. Et si jamais cet internaute clique sur la bannière, il va être renvoyé sur Explorimo, mais sur les biens qui sont les biens gérés par Orpi. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle du co-marketing, parce que ça permet à Orpi d'avoir une forte visibilité sur un grand portail,
et c'est issu des e-commerce et notamment de la high-tech, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui. Voilà, c'est un peu de la sophistication dans l'achat média, mais en tout cas, c'est l'étape d'après de ce que l'on peut faire. Je crois que j'arrive au terme, et je ne voulais pas trop vous assommer, donc je crois que j'arrive au terme de mon intervention. Simplement pour résumer, ce que l'on essaye de faire une fois de plus, c'est de combiner en temps réel un reach global, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher les utilisateurs, chercher vos clients potentiels partout où ils sont, encore une fois, peu importe les sites sur lesquels ils surfent. Évidemment, il y a des logiques de ce qu'on appelle de marque, mais indépendamment de ça, peu importe les sites sur lesquels ils surfent, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller pouvoir les trouver sur Internet, quel que soit leur surf, quelles que soient leurs habitudes de surf. C'est de la data. On a besoin de data, on a besoin de données pour travailler et pour apprendre. Et c'est de la personnalisation, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est plus pertinent que le display dit traditionnel. Encore une fois, ce que ça nous permet, c'est de mettre en place une communication qui est centrée sur l'utilisateur et qui est basée sur l'engagement de l'utilisateur. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il clique sur la publicité, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'une fois qu'il est revenu sur le site, il fasse quelque chose. Il achète, il fasse un lead, il fasse une demande de rendez-vous, il fasse une demande de contact. Et en fait, ce que l'on mesure pour ça, pour la petite histoire, c'est le taux de clic, le nombre de personnes qui cliquent sur une bannière, et le taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de fois que, quand on ramène des visiteurs chez vous, ils ont fait une conversion, ils ont fait un acte qui est un acte d'achat ou un acte de lead. Voilà, j'ai terminé. Merci. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. J'espère que je ne vous ai pas assommé avec trop de techniques et que ça vous explique un tout petit peu ce que l'on peut faire dans l'immobilier. Merci beaucoup. Alors, j'avais juste une question, puis ensuite on passera à la question à la salle. On l'a compris, l'Internet est un outil extrêmement puissant. Aujourd'hui, vous en êtes tous convaincus. Vous avez compris que c'est un outil extrêmement complexe. Cette complexité, cette sophistication, est-ce qu'elle est accessible aux acteurs de l'immobilier, si on met de côté les très grands portails ou les très grands promoteurs? Est-ce qu'elle est accessible directement? Est-ce qu'elle est accessible indirectement via les portails, via d'autres supports? Alors en fait, prendre ça. En fait, c'est effectivement une question de taille, et pas parce qu'on n'a pas envie de travailler avec des agences immobilières indépendantes, mais tout simplement parce que nos algorithmes, à un moment, fonctionnent sur la base d'un certain nombre de trafics, et qu'en dessous d'un certain nombre de trafics sur les sites, on a du mal à être pertinent dans les recommandations de produits. Donc aujourd'hui, c'est accessible aux agences indépendantes et aux réseaux via les grands portails. Puisque comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, on fait de la publicité pour les agences indirectement via les portails. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans la granularité qui permettrait à des agents immobiliers indépendants ou des agences indépendantes de pouvoir utiliser ce genre de système par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Alors, je crois qu'on a une question là, peut-être. Attends, il y a un micro qui arrive en courant. Oui, donc on sait par certains portails que l'évolution de la consultation d'annonces se fait de plus en plus via les mobiles. Ouais. Quelles sont vos solutions sur ces supports-là? Comme je vous l'ai rapidement montré tout à l'heure, on est aujourd'hui sur l'ensemble des devices, c'est-à-dire qu'on diffuse nos publicités aussi bien sur les desktops, sur les mobiles que sur les tablettes. Bien évidemment, le mobile, c'est un essor incroyable en termes de trafic, d'utilisation, encore plus dans votre secteur d'activité. Donc c'est quelque chose sur lequel on est, depuis assez peu de temps. C'est quelque chose sur lequel je peux malheureusement pas vous en dire beaucoup parce que la période dans laquelle on est fait que je ne peux pas dévoiler ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Ceci étant dit, vous pouvez d'ores et déjà diffuser des publicités display sur des mobiles ou sur des tablettes avec nos solutions. On le fait déjà. On le fait depuis très longtemps au Japon. On le fait depuis peu de temps en France. Donc ça, c'est sur les sites. Et après, il y a une problématique d'application, puisqu'il y a aussi une forte consultation qui passe par les applications, qui est un sujet qui est un petit peu plus compliqué techniquement.
Et tout simplement pour dire que pour renforcer notre stratégie mobile, on a fait l'acquisition cet été d'une société qui s'appelle Adex Tracking, qui est une société technologique qui est spécialisée là-dedans, dans le tracking et la publicité sur mobile. Donc c'est une société qui est en train d'être intégrée aussi bien d'un point de vue R&D que d'un point de vue commercial, et qui du coup fera partie ou fait déjà partie de la famille Criteo, mais en tout cas nous apportera et viendra solidifier notre stratégie mobile là-dessus. En tout cas, d'ores et déjà, on peut faire du mobile et on peut le faire sur des devices sur lesquels on ne pouvait pas forcément le faire jusqu'à présent. Alors, une autre question peut-être? Alors, oui, voilà, monsieur là. Là. Merci. Quelle taille faut-il avoir pour pouvoir travailler avec Criteo? En fait, aujourd'hui, on est en dessous de 50 000 visiteurs uniques sur un site. On considère que nos solutions ne sont pas adaptées, en tout cas telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, la taille, c'est un nombre de visiteurs uniques et c'est 50 000. Mensuel? Par mois. Par mois. Merci. Et voilà, madame. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, il faut que l'internaute clique, enfin, il faut qu'il y ait un internaute qui clique sur votre site, enfin, le site d'une agence, par exemple, pour qu'ensuite, donc, il y ait un retargeting ou autre chose qui se passe derrière. Est-ce qu'on peut envisager qu'un internaute qui va, par exemple, sur le site d'une banque pour voir pour faire des simulations de crédit immobilier, génère ensuite une bannière pour notre agence? Alors tout à fait, c'est une excellente question. Le métier historique de Criteo est celui du retargeting, donc celui que je vous ai présenté là. Vous venez sur un site, vous n'avez rien fait, l'internaute vient sur un site, il n'a rien fait, on essaye de le faire revenir sur le site en lui proposant la publicité la plus personnalisée. C'est ce qu'on appelle le bas du tunnel, dans notre jargon, pour être encore une fois très complexe. Depuis 2 ans maintenant, on se développe aussi sur le haut du tunnel, c'est-à-dire essayer de faire venir sur le site de nos clients des gens, des internautes qui ne sont pas venus, tout simplement, jamais sur votre site. Et donc ça, on le fait de 2 manières. La première manière, c'est finalement par des algorithmes où on va dire que, parce qu'on aura analysé le comportement d'un certain nombre d'internautes, on va pouvoir aller trouver des sosies de ces internautes sur Internet et dire que tel type d'internaute qui a eu tel comportement sur tel site immobilier, du coup on sait qu'il est intéressant, on va essayer de trouver son sosie sur Internet. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution que vous évoquez est une offre effectivement sur laquelle on se développe assez fortement. Pour être encore une fois faire un peu d'anglicisme, on appelle ça l'audience selling. Et en gros, c'est la mise en relation entre des acteurs qui ne sont pas concurrents, mais qui potentiellement sont complémentaires. Et en l'occurrence, prenons votre cas, on est tout à fait en mesure d'aller demander à des acteurs du crédit immobilier, donc soit des CTLM, Cofidis ou alors des banques, s'ils sont intéressés à vendre leur audience à des acteurs qui ne sont pas des acteurs concurrents, et en l'occurrence des gens qui font de l'immobilier. Et donc là, ce qu'on serait potentiellement amené à faire, c'est, une fois que ces personnes du crédit immobilier nous ont donné leur accord, et qu'en face de ça, on a un client qui serait intéressé par acheter cette audience-là, nous, on va être au milieu, être le tiers de confiance, parce qu'il y a un sujet qui est assez important dans l'utilisation de la data, et un sujet qui est assez important dans le fait qu'à partir du moment où, reprenant l'exemple de CTLM, nous confie sa donnée, il ne faut pas qu'à un moment, ça soit au détriment de ses propres campagnes d'acquisition et de ses propres campagnes médias. Donc en fait, on sera nous l'intermédiaire qui assurera ça. Et on sera tout à fait en capacité d'aller diffuser des publicités pour un portail ou pour un réseau immobilier à des gens dont on sait qu'ils sont, parce qu'ils ont fait une simulation de crédit, dans le tunnel de décision, en tout cas qui sont en train de s'intéresser à un achat immobilier. Et j'ai posé la dernière question, et puis on va s'arrêter, puisque je vois les suivants qui arrivent déjà. Vous avez une vision internationale. Quel est votre regard, sans complaisance, sur le niveau d'utilisation du web pour les grands acteurs de l'immobilier en France, les grands portails par exemple, les grands promoteurs, par rapport à ce que vous pouvez voir dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple?
J'aurais pas la finesse sur les acteurs de l'immobilier. Je pense qu'effectivement aux États-Unis, il y a une très forte avancée, mais c'est un peu dans tous les domaines. Ceci étant dit, il y a quand même des très beaux exemples Internet et notamment Internet dans l'immobilier en France. Donc je pense que c'est bien. Il faut pas tout le temps se flageller. C'est vraiment bien ce qu'on fait. En tout cas, ce que vous faites. D'un point de vue un petit peu plus global, ce que l'on voit quand même, c'est que l'adoption d'Internet, et notamment au travers des achats médias sur Internet, est beaucoup plus faible en France que dans le reste des pays européens, que l'adoption du mobile, par exemple, pour revenir à votre question, et de la publicité sur le mobile, est beaucoup plus faible en France que dans les autres pays européens. Et à ça, il n'y a pas de raison particulière. On a les mêmes écosystèmes, on a les mêmes acteurs de publicité. Là où aujourd'hui, en France, la publicité sur Internet représente 20% des investissements des annonceurs, au UK, c'est 35% en Angleterre. Donc on n'est pas sur les mêmes dimensions. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste qu'à un moment, il faut simplement que les acteurs y aillent. Il y a le DG de Microsoft qui a une formule que j'aime beaucoup pour ça, qui est, quand on lui pose cette question, qui est mais pourquoi est-ce qu'au UK finalement les investissements sont beaucoup plus forts sur le digital? Et sa réponse c'est UK c'est test and learn, en France c'est wait and see. Donc j'essaye, j'apprends, en France j'attends et puis je regarde. Alors, c'est un peu dur, mais à un moment il n'y a pas de raison objective qui pourrait faire qu'on ne soit pas dans des niveaux de pays matures comme le UK, l'Allemagne ou les US. Voilà. Alors, il y a une exception, c'est les gens qui sont ici. Je l'espère. Qui n'ont pas fait wait and see et qui n'ont pas attendu qu'il y ait des salons et des conférences au UK pour se lancer. Merci beaucoup. Merci à vous.